C'était le 11 mai dernier, des suites d'un cancer du poumon, Catherine Dunn, l'auteur d'aujourd'hui, est morte. Par contre, son œuvre, son héritage, son amour monstre, n'a jamais été aussi vivant qu'aujourd'hui grâce aux éditions Gallmeister et grâce à une toute nouvelle traduction signée Jacques Mellos, qui est également à l'origine des nouvelles traductions de Crumley, sur lequel je compte bien revenir très prochainement, ne vous en faites pas. Attention aujourd'hui, chef-d'œuvre. Tout commence par une idée un peu folle, une idée qui fleure bon la démesure, une idée aussi grotesque qu'elle est géniale, une idée à la hauteur du style d'écriture de l'auteur, un style incisif, un style d'une poésie démente et d'une exubérance calculée, au final. L'idée est que Hal et Lil Binouski, un couple propriétaire de cirque, en ont marre d'embaucher des phénomènes de foire peu fiables, des phénomènes qui se font la malle du jour au lendemain, des phénomènes qui n'attirent pas les foules, des phénomènes qui n'ont pas un impact positif sur le chiffre d'affaires. L'idée est que, suivant une sorte d'eugénisme inversé, motivé par un capitalisme galopant, l'idée est qu'ils vont avoir des enfants et qu'ils vont se bourrer d'insecticides, de radiations, de drogues, pour créer leur propre phénomène des enfants difformes. Et c'est ainsi qu'après plusieurs défectueux qui seront tous mis dans des tanks en verre soigneusement entretenus pour être mis à la vue du public, la famille Binouski va donner naissance tout d'abord à Arturo, autrement appelé Aquaboy, puisqu'il va naître sans membres mais à la place avec des grandes nageoires, puis viendront Iphigénia et Electra, deux sœurs siamoises aux grands yeux, buste parfait et à l'unique paire de jambes, puis notre point d'entrée dans le récit, Olympia, qui va être naine, bossue, chauve et albinos, mais dont le fonds de commerce va être une voix qui porte, si bien qu'elle va être la bonimenteuse de la famille. Et enfin, viendra Fortunato, surnommé Poussin, qui désespérément aura une apparence plate et normale. Pas même une peau d'écaille, pas même une queue, si bien que tout d'abord, la famille voudra l'abandonner, mais bien vite, pour une raison que je ne compte pas vous dévoiler, il va s'avérer que Fortunato, en réalité, est clairement le chef-d'œuvre de la famille. Et nous allons suivre sur plusieurs années l'évolution de cette famille très particulière, ce petit monde du spectacle itinérant où la monstruosité s'est érigée en idéal absolu, et bien vite, on va voir que même si ce sont des phénomènes, ce sont avant tout, bien sûr, des êtres humains, si bien que les conflits et les rivalités ne vont pas tarder à éclore, notamment pour ne citer qu'un conflit, parce qu'il est assez central dans le livre, l'affrontement entre Ellie, l'une des deux siamoises, qui a un caractère très entier et très prompt à s'emporter, et Artie, qui lui va très vite montrer un tempérament tyrannique et montrer également une propension à la manipulation très très prononcée. J'ai été subjugué par cette intrigue, je me suis vraiment très vite laissé prendre au jeu de la vie de chacun des membres de cette famille, chacun des membres qui est très fouillé, très attachant sincèrement. Je me suis aussi laissé prendre au jeu de la construction narrative, qui est bonne, qui très vite nous montre un aperçu de la vie de certains des protagonistes bien des années plus tard, ce qui va soulever beaucoup de mystères, mais vraiment, là où le texte, pour moi, délivre toute son intelligence et toute sa portée émotionnelle, c'est dans son message. Parce que si je ne devais me souvenir que d'un passage, et j'en aurais franchement pas envie, tant le livre regorge de pépites, c'est d'un moment où Holly, donc la narratrice, la naine chauve bossue albinos, nous dit qu'elle a toujours su mettre en confiance les gens et les pousser à la confidence, parce que son apparence même est un aveu de monstruosité. Et pour faire face à cet aveu, pour se mettre à sa hauteur, les gens, ses interlocuteurs, ont toujours eu tendance à lui confier leur part de ténèbres les plus enfouies.
Et ça, c'est bien une façon normale de se comporter, de mettre la distance entre soi et ce qui est anormal, de déshumaniser la différence pour se rassurer, pour se dire qu'on n'est pas si mal barré que ça dans notre quête de normalité. Et bien dans Amour Monstre, cette fratrie, les Binouski, cette flopée de phénomènes terriblement humains, monstrueusement humains, puisqu'ils sont tous agités de névrose et d'ambition, eux ne vont pas chercher la normalité, pas tout à fait. Eux vont être davantage en quête, si ce n'est de bonheur, au moins de leur juste place. Être en phase avec leurs convictions, et ça, bien entendu, ça va passer pour eux, mais progressivement pour beaucoup de monde, ça va passer par l'acceptation, voire la revendication de la monstruosité. C'est vu sous cet angle que l'intrigue ne fera émerger qu'un seul véritable antagoniste. Il s'agit d'une femme qui, elle aussi, va créer des monstres, puisqu'elle va mutiler à leur insu des femmes, généralement pour les priver de leur beauté ou d'un attribut qu'elles ont sexualisé. Son but est de libérer la femme du joug de la voracité masculine, pour aider la femme à libérer, à révéler son vrai potentiel. Si le but dit comme ça peut paraître louable, ses méthodes, par contre, sont pour le moins contestables. C'est un antagoniste tout en nuances, là encore, tellement humain, et qui rappelle tous ces bien-pensants qui tristement sont prompts à juger, prompts à conseiller, prompts à condamner aussi bien souvent des visions du monde qui diffèrent de la leur ou de leurs habitudes, tout simplement. Donc pas une mauvaise personne en soi, mais pas une personne très saine non plus. En tout cas, un antagoniste de choix pour les thèmes abordés et résolument un antagoniste de choix pour ce livre qui, franchement, est extraordinaire. Résultat, outre les réflexions sur la normalité, sur la famille, sur l'amour, également, on a un roman magnifique sur la tolérance, véritable hymne à la différence, à l'acceptation de soi, et quand c'est aussi intelligemment fait, quand en plus le texte arrive à me tirer une petite larme d'émotion à la fin, bien je suis conquis, sans retenue, et je ne peux que vous souhaiter de découvrir ce texte à votre tour. Pour ma part en tout cas, j'ai vraiment adoré ce texte, mais surtout j'ai vraiment compris pourquoi c'est un livre culte aux États-Unis pour beaucoup de monde, parce que c'est un livre que je pense j'aurais adoré lire en étant ado, mais là en étant adulte, c'est une très grande claque que je me suis pris, très sincèrement. Et voilà qui conclut cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura incité à découvrir Amour Monstre. Je pense qu'on ne répétera jamais assez que la littérature est à destination de tous, que ce n'est pas une question d'élite, que ce n'est pas une question de catégorisation professionnelle, ce genre de considération, non. Je pense que pour des livres comme Amour Monstre, où l'on ressent une telle générosité dans les pages, ça peut toucher n'importe qui. Qu'importe l'âge, qu'importe n'importe quelle considération, c'est vraiment un livre qui, je pense, est à la destination de tous. En tout cas, un livre qui m'a ému aux larmes, ne l'oublions pas, donc j'espère très franchement qu'il aura un succès retentissant. On verra, en tout cas je vais tout faire pour. Mais en parlant d'expérience littéraire, parlons du futur planning des Chroniques du Rouquin Bouquin, qui n'est pas fait du tout. Mais je pense que très prochainement, je vais vous parler de ceci, Une singularité nue, de Sergio Della Pava, qui est un sacré volume, mais qui est un volume absolument captivant. Donc je vais vous en parler très prochainement. Je vais vous parler de plein de choses. De toute façon, je vais sacrifier suffisamment d'heures de sommeil pour vous parler de plein de choses. Ne vous en faites pas. Mais en tout cas, comme d'habitude, j'espère que ça continue à vous plaire. Comme d'habitude, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite. Ciao, bye!